Bonjour à tout le monde. En fait, merci d'être présent en ce 14 décembre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marie-Ève Bélanger comme conférencière. Elle va nous parler des interventions infirmières mobilisant l'espoir chez les patients atteints de cancer avancé. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je ne vais pas me représenter. François l'a déjà bien fait. Merci, François. Alors, comme l'a dit François, la présentation d'aujourd'hui s'intitule « Les interventions infirmières mobilisant l'espoir chez les patients atteints de cancer avancé ». En fait, c'est mes résultats de projet de recherche de maîtrise que je vais vous présenter, que j'avais fait sous la direction de Jean-François Desbiens et Mme Lise Filion. Donc, comme le titre le montre déjà assez bien, je parle d'espoir et de cancer avancé, deux concepts qui peuvent paraître incohérents. Je ne sais pas, vous, comment ça sonne à vos oreilles. Est-ce que c'est quelque chose l'espoir dans la maladie avancée, est-ce que c'est déjà quelque chose qui vous dit quelque chose, que vous avez déjà lu là-dessus? Ce n'est pas l'espoir de vivre, mais l'espoir d'avoir des choix ou peu importe des défis ou des accomplissements qui vont venir. Tout à fait. Avec différents sens à l'espoir. Est-ce que les gens peuvent répondre à mes questions? Non, on est avec moi. On va prendre les questions à la toute fin. OK, d'accord. Ça va devenir c'est pas grave, je m'adresse à vous aussi. Donc, c'est rien, je peux juste changer. Donc, la présentation, mes objectifs de présentation, comme je disais, c'est de vous transmettre mes résultats de projet de recherche que j'ai fait durant ma maîtrise en sciences infirmières. C'est sûr que je vais plus parler du côté des interventions infirmières, mais je pense que ça pourrait s'adresser à tout professionnel ou tout intervenant qui est en contact avec un patient atteint de cancer. Donc, même si je présente mes résultats de recherche, ça se veut participatif, fait que n'hésitez pas là, à m'interrompre si vous avez des questions ou si vous voulez commenter ce que je dis. Donc, de discuter de la présence de l'espoir dans un contexte de cancer avancé, puis discuter de l'importance du rôle de l'infirmière, puis les interventions qu'elle peut faire auprès des patients pour mobiliser leur espoir. Alors, selon vous, c'est quoi l'espoir? Tu m'as déjà répondu quelques lignes. Est-ce que ça peut être autre chose? C'est juste vous qui pouvez répondre. Bon, je vais essayer de réfléchir. Selon vous, est-ce que c'est approprié de parler d'espoir dans un contexte de maladie avancée? Ou c'est complètement farfelu? C'est qu'il y a quand même, au cours des années, c'est sûr que c'est très utilisé le concept en sport médiatique, l'espoir en sport médiatique. Ça peut, c'est des termes vagues, c'est un peu comme amour, etc., mais il n'est pas toujours compris par le patient de la même façon quand on parle le médecin ou l'infirmière. Ce que je remarquais souvent, d'ailleurs, c'est une façon d'éviter à parler du problème qui intéresse le patient, qui est le pronostic. Alors, on peut dire l'espoir. C'est dans la tête du clinicien, c'est l'espoir de voir vos enfants la semaine prochaine, de célébrer Noël, mais quand le patient, des fois, a espoir de la bouche du clinicien, c'est plus espoir peut-être de guérir. Oui. Alors, je suis intéressé de voir vos résultats. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, puis justement, ça rejoint tout à fait les résultats qu'on va voir tout à l'heure. Donc, comme vous le dites, puis comme tu l'as dit tout à l'heure, l'espoir, ça peut prendre différentes natures là, quand on est en contexte de cancer avancé. Donc, comme vous dites, nous, on peut parler de Noël, d'un événement attendu, mais pour le patient, ça veut peut-être dire autre chose. Puis, comment se prend-on comme infirmière, mais comme clinicien ou comme n'importe quel intervenant là, pour mobiliser l'espoir d'un patient? Est-ce que vous savez un peu? C'est quoi les interventions qu'on pourrait poser pour mobiliser l'espoir d'un patient? On va le voir aussi dans mes résultats. Donc,
Ben, comme toute bonne recherche, je vais vous présenter la problématique que sous-tendu la recherche, ensuite le modèle conceptuel de l'espoir, la recension des écrits que j'ai faits, puis ensuite de ça, plus au niveau de la recherche, la méthodologie. Ah. Et les résultats que je vais discuter au fur et à mesure, puis quelques recommandations suite à la conclusion. Donc, je vous apprends rien, hein, le cancer avancé, ça a beaucoup de conséquences, puis les traitements aussi. Quand je parle de cancer avancé, je parle vraiment d'une maladie où il n'est plus question de guérison. Donc, ça peut être un patient qui est encore sous chimiothérapie ou autre traitement, mais ça peut être aussi un patient qui est en fin de vie. Donc, c'est assez large. Donc, ça a beaucoup de conséquences, que ce soit physique, que ce soit psychologique, des conséquences sociales et spirituelles. Donc, quand on pense au physique, tous les symptômes qu'un patient peut avoir, mais qu'aussi les traitements peuvent lui apporter, au niveau de son statut fonctionnel aussi et de sa qualité de vie. Donc, des conséquences au niveau, on parle beaucoup de la détresse, évidemment, la détresse psychologique, un patient qui peut avoir des situations suicidaires, puis être très, très anxieux. Des conséquences sociales, donc nécessairement quand on est malade, si notre statut fonctionnel n'est plus le même, ça se peut que notre rôle aussi change là, au niveau de, que ce soit familial, ça se peut qu'on ait arrêté de travailler. Donc, bref, c'est beaucoup de changements. Puis ensuite de ça, il y a des conséquences au niveau spirituel dans la quête de sens, toutes les questions là, plutôt existentielles. Il y a énormément de définitions de l'espoir dans la littérature. Je dirais que la littérature, les recherches semblent avoir commencé au début des années 80. Puis, il n'y a pas vraiment de consensus là, par rapport aux définitions qu'on peut donner à l'espoir. Par contre, il y a des points communs qui ressortent des différentes définitions. Puis, tu sais, les définitions, ça a été étudié par différents auteurs, mais surtout différentes disciplines. Donc, chaque discipline a un peu ressorti des éléments communs là, des définitions. Donc, en gros, l'espoir, on parle d'une anticipation positive d'un bien qu'on ne possède pas encore ou d'un but désiré. La plupart des auteurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très complexe, c'est très large comme concept. On dit que l'espoir, ça a une nature dynamique. Donc, quand on parle d'une nature dynamique, ça veut dire que l'espoir, ça peut se modifier dans le temps. Donc, quand on parle de temps, ça peut être le matin, le patient va être désespéré, puis l'après-midi, il va y avoir une petite lueur d'espoir selon différents événements qu'on lui a dit, selon les interventions des différents intervenants. Puis, aussi, ça a une nature dynamique parce que c'est ça peut aussi entre le désespoir et l'espoir, mais ça peut se transformer aussi. Donc, la nature de l'espoir peut se transformer. Ça se peut qu'une journée, un patient, souvent, on va le voir aussi à mesure que la maladie évolue. Au début, le patient va avoir des espoirs très, très grands. Au fur et à mesure, les espoirs vont se rapetisser puis vont peut-être devenir aussi plus réalistes. Tantôt, on parlait de la guérison. Peut-être que ça peut être un espoir qu'on va voir une journée, puis quelques jours plus tard, le patient va avoir pris conscience, puis l'espoir va s'être modifié en autre chose. L'espoir, ça a aussi une nature multidimensionnelle selon les auteurs. Donc, ça concerne le patient en son entier. Pas seulement la guérison physique, ça peut être toutes les sphères de la personne. Dans les écrits, les recherches qui ont été faites sur les bénéfices de l'espoir m'ont dit que ça a différents impacts positifs, que ce soit au niveau de l'expérience physique, donc il y aurait une meilleure gestion de symptômes. Donc, il y a des études qui montraient que les patients qui avaient beaucoup d'espoir ou qui voyaient leur espoir se réaliser, étaient moins fatigués, moins de douleurs, moins de tout. Ensuite de ça a des impacts positifs au niveau de l'expérience psychologique. Donc, les patients qui auraient beaucoup d'espoir, il y aurait moins de détresse psychologique, moins de symptômes dépressifs. On parlait aussi de moins d'idéation suicidaire. On dit que l'espoir, ça améliore la qualité de vie, c'est évident. Si la personne a moins de détresse psychologique, moins de charges symptomatiques, forte chance que la qualité de vie s'en retrouve améliorée. Puis, la personne elle aurait un meilleur bien-être spirituel. Donc,
l'espoir peut aider à donner un sens à la vie, puis à cheminer vers une mort que la personne va considérer comme digne. Et puis, l'espoir, ça aurait aussi un impact positif sur l'adaptation de la personne. Donc, ça facilite l'adaptation dans un contexte d'incertitude comme la maladie avancée peut l'être. L'espoir, elle est reconnue comme un besoin chez les personnes atteintes de cancer selon, entre autres, l'Association canadienne d'oncologie psychosociale. Puis aussi, dans le modèle des soins de soutien de Fitch, c'est entre autres un besoin qu'on retrouve à l'intérieur de son modèle. L'infirmière, puis encore là, ça peut être n'importe quel intervenant, mais particulièrement l'infirmière, elle semble occuper une position stratégique pour mobiliser l'espoir, parce que, premièrement, son rôle professionnel l'amène à être en bonne position pour mobiliser l'espoir. Par son rôle professionnel, elle a le devoir d'évaluer le patient de façon bio, mais surtout psychosociale. Et donc, son rôle n'est pas seulement physique, mais aussi au niveau du psychosocial. Puis aussi, il y a l'Association encore canadienne en oncologie psychosociale qui recommande que l'infirmière, et tout autre professionnel, fasse l'évaluation courante des besoins en soins psychosociaux, puis à l'intérieur des besoins en soins psychosociaux, comme je le disais à la précédente diapositive, il y a entre autres l'espoir. Donc, il y a l'Association canadienne aussi des intervenants en oncologie qui dit l'évaluation psychosociale, mais c'est précurseur à toutes les interventions qu'une infirmière peut faire au niveau psychosocial. L'infirmière est aussi, selon moi, en bonne position pour mobiliser l'espoir parce que souvent, c'est l'intervenant qui va y avoir plus de contact avec le patient. Puis, il y a aussi des habiletés relationnelles qui sont souvent développées à cause de ça. Puis, souvent, les patients sont portés à se confier justement à l'infirmière parce que c'est l'intervenant qui vont plus côtoyer. Il y a, parmi les auteurs qui ont beaucoup travaillé sur l'espoir, il y a Farhan, Heut et Popovich qui ont entre autres écrit un modèle conceptuel sur l'espoir pour aider l'infirmière à bien évaluer puis à intervenir auprès de l'espoir. Puis, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a différents processus qui viennent impacter sur l'espoir. Puis, entre autres, il y a le processus expérientiel qui est en fait le lien entre la maladie ou la souffrance que la maladie va apporter au patient, puis son espoir. Puis je pense que ça montre, en fait, quand on regarde le processus expérientiel, ça peut faire ressortir, tantôt je parlais de la nature dynamique de l'espoir. Ben, nécessairement, un patient, une journée qui va être très souffrant, très fatigué, qui va avoir beaucoup de symptômes, beaucoup de souffrance reliée à sa maladie, ben, ça se peut qu'il y ait moins d'espoir cette journée-là. Ensuite de ça, on dit qu'il y a le processus relationnel qui est en lien avec l'espoir. Donc, dans le fond, c'est toutes les relations qui sont importantes pour la personne. Puis, je pense que dans le processus relationnel, il y a même l'infirmière et tous les intervenants qui sont en contact avec le patient. Donc, toutes les personnes qui peuvent avoir un rôle par rapport à l'espoir du patient ou de la personne malade. Ensuite de ça, un autre processus, c'est le processus spirituel et la transcendance. Donc, c'est vraiment les sources d'espoir qui sont propres aux patients. Donc, que ce soit au niveau de la religion, au niveau du sens que la personne va donner à sa maladie ou à son expérience. Et ensuite de ça, le processus de la pensée rationnelle. Donc, ça implique en fait la formulation d'objectifs. Alors, des buts réalistes que la personne va se fixer. Où est-ce qu'elle va avoir besoin de ressources internes et de ressources externes pour voir ces buts-là se réaliser. Puis, elle va se mettre en action là, pour voir ses objectifs réalisés. Puis ça aussi, hein, c'est un peu, c'est la nature dynamique, là, comme je parlais tantôt, de l'espoir. Donc, la personne va se mettre en action. Ça se peut que le but par rapport à l'espoir, une journée, ça se définisse. Bref, le but va prendre une certaine nature une journée, puis ça se peut qu'il change au fil que les jours vont avancer. Il y a eu, comme je disais tantôt, depuis les années 80, il y a différents auteurs là, qui ont étudié l'espoir. Au début, c'était plus la définition de l'espoir, puis les impacts positifs, les bénéfices qu'on pouvait retirer de l'espoir là, par rapport à la maladie. Puis ensuite de ça, il y a eu
beaucoup d'études sur les interventions qui sont liées à la mobilisation de l'espoir. Donc, entre autres, des études qualitatives, des études quantitatives, puis des études mixtes. Donc, quand j'ai cherché un peu la littérature, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas juste m'en venir à l'oncologie parce que je n'aurais pas eu de grands résultats. Les études qui ont été faites, autant en oncologie, maladies chroniques, maladies, des états critiques aussi, puis les personnes âgées. Donc, il y a eu des études qui ont traité des interventions réalisées par les infirmières, donc des études qui ont des auteurs qui ont vraiment sollicité les infirmières pour savoir qu'est-ce qu'elles faisaient, c'était quoi les actions qu'elles posaient pour mobiliser l'espoir des patients. Donc, ces études-là, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, les infirmières, elles peuvent être impliquées dans la mobilisation de l'espoir. Puis, les études, ils répertoriaient pas mal là, les interventions que les infirmières posaient. Par contre, c'était pas très détaillé comme étude, ça détaillait pas beaucoup les interventions. Puis, ça les décrivait pas beaucoup. C'était vraiment les grandes lignes. Il y a d'autres études qui ont sollicité les patients qui étaient atteints de différentes pathologies pour savoir qu'est-ce que les infirmières font pour mobiliser leurs espoirs, puis qu'est-ce qu'ils trouvent utile, puis qu'est-ce qu'au contraire, selon eux, selon les patients, qu'est-ce qui aurait pu nuire à leur espoir par rapport aux infirmières, mais aussi par rapport aux différents intervenants. Donc, ces études-là, mais en fait, ça nous permettait de reconnaître les interventions que les patients jugent les plus utiles pour mobiliser l'espoir. Puis dans ce que je dis, qu'est-ce qui pouvait nuire à l'espoir? Ben, en fait, il y a la manière dont l'information est transmise aux patients. Donc, les patients, ils disaient que quand l'information est transmise de façon froide, irrespectueuse, que c'est des informations qui sont vraiment décourageantes, selon eux, ça nuisait leur espoir. En fait, ils disaient tout ce qui peut s'éloigner du caring. Donc, une personne aussi qui va être très froide, pas juste dans la transmission d'informations, mais dans sa manière d'être, ça nuisait leur espoir. Puis, entre autres, une étude les patients, c'était des patients qui étaient atteints de VIH de stade avancé. Puis, eux, ils disaient que les infirmières qui étaient mal informées sur la maladie, qui se montraient avec un jugement, puis, là, c'était des patients atteints de VIH, mais je pense qu'on peut transposer pour différentes pathologies, mais quand clairement, il y avait un jugement qui transparaissait dans les actions de l'infirmière, ça nuisait à leur espoir. Puis il y a aussi certaines études qui traitaient des stratégies qui peuvent être utilisées par les patients eux-mêmes pour mobiliser l'espoir ou leurs proches aidants. Puis, donc, encore là, c'était des patients pas juste oncologiques, c'était des patients qui avaient diverses affections chroniques ou aiguës, des personnes âgées et des proches aidants. Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'était de voir comment les patients ils font pour mobiliser leur espoir. Puis, ça nous dit un peu, c'est inspirant, en fait, pour les interventions là, que l'infirmière a pu poser pour mobiliser l'espoir. Dans ces études-là, il y a aussi des auteurs qui ont regardé si les caractéristiques personnelles des patients pouvaient impacter sur l'espoir. Puis, en fait, il y avait dans les caractéristiques personnelles, c'était le sexe, l'âge, le diagnostic. Puis, c'était mis à part le diagnostic, il n'y avait pas vraiment de différence là, marquante. Par contre, le diagnostic, entre autres, pour le VIH, c'était sûrement la caractéristique personnelle qui amenait un impact négatif sur l'espoir. Donc, c'est ça nous dit que les patients et les proches aidants sont en mesure d'utiliser des stratégies pour mobiliser leur espoir. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que ça rejoignait beaucoup les interventions que les infirmières peuvent poser, qui avaient été nommées là, auparavant par d'autres études qui sollicitaient les patients à savoir quelles interventions étaient les plus utiles. Donc, j'ai pris en fait l'ensemble des interventions qu'il y avait dans les écrits, puis je les ai mis dans le modèle conceptuel que j'ai présenté tout à l'heure, le modèle de Parent Earl et Popovich. Puis, en fait, ça s'insérait assez bien. Puis, on peut voir un peu le type d'intervention des exemples. Donc, entre autres, le processus expérientiel. Tantôt, je disais que c'était le lien entre la souffrance induite par la maladie puis l'espoir. Donc, on dit de créer une atmosphère qui permet l'expression des peurs, des questions, des attentes, des espoirs, ça pouvait aider. Donc, c'est évident que si la personne se sent à l'aise de nous parler de ses espoirs, on va peut-être pouvoir l'aider à concrétiser ses buts ou ses objectifs. Donc, aider la personne à atténuer la perception de menace associée à la maladie, soulager les symptômes puis rendre la personne plus confortable.
Ensuite de ça, dans le processus relationnel, donc toutes les relations autour de la personne qui peut avoir un impact sur son espoir. Donc, on dit valoriser la présence du réseau du soutien familial et amical, impliquer le patient et ses proches dans les soins, créer un environnement de caring, donc tout ce qui est d'écoute active, l'approche humaniste. Communiquer avec le patient et les proches de manière sensible, respectueuse, honnête et avec compassion, raconter des expériences similaires vécues par d'autres patients, avoir une attitude positive, respirer la gaieté, utiliser l'humour. Vous allez voir, c'est des choses tantôt dans mes résultats qui vont se répéter. Aider le patient à changer des idées, créer des occasions de camaraderie entre les patients. Puis ensuite de ça, quand on regarde le processus spirituel de la transcendance, tantôt je disais que c'est tout ce qui pouvait être des sources d'espoir pour le patient. Donc, faciliter l'expression des croyances et des pratiques spirituelles ou encore religieuses. Donner le temps et l'opportunité au patient de réfléchir à la signification puis au but de sa vie, de la mort, la souffrance et de sa raison de vivre. Encourager la mise en place de symboles d'espoir ou d'images ayant une signification positive. Donc, c'est toutes des interventions qui ressortaient des études, autant que les infirmières pouvaient faire que même les patients eux-mêmes peuvent mettre en œuvre. Ensuite de ça, au niveau du processus de la pensée rationnelle, donc tantôt je disais que c'était de se mettre en action, donc d'avoir des buts, des objectifs concrets, puis de mettre nos ressources internes puis externes à l'œuvre pour voir ces objectifs-là réalisés. Donc, accompagner la personne dans la recherche, le maintien ou la redéfinition de buts réalistes, encourager à profiter du moment présent et des petites joies simples, aider la personne à reconnaître ses ressources internes, encourager la personne à utiliser des stratégies cognitives pouvant booster son optimisme, encourager le sentiment de contrôle, puis encourager à redéfinir le temps en se concentrant sur les activités anticipées, planifiées ou complétées. Donc, comme il y avait juste 4 études qui vraiment ont sollicité des infirmières puis qui leur ont demandé de décrire les interventions qu'elles utilisaient dans leur pratique pour mobiliser l'espoir, mais par contre, à cause de la méthodologie qui avait été utilisée, ces interventions-là étaient peu décrites et peu détaillées. Aussi, souvent, c'est des mécanismes très généraux qui ne sont pas nécessairement spécifiques à l'espoir qui ressortaient. Mon but de l'étude, c'était d'explorer les interventions infirmières visant à mobiliser l'espoir chez les personnes atteintes de cancer pulmonaire de stade avancé. En fait, j'avais ciblé un site oncologique, mais ça s'adresse, les résultats, vous allez voir, ça s'adresse très bien à tout site oncologique là, de stade avancé. Il y avait 2 questions générales que l'étude répondait. Donc, comment les infirmières perçoivent-elles l'espoir chez les personnes atteintes de cancer du poumon avancé, puis quelles interventions elles utilisent pour mobiliser l'espoir des personnes atteintes de cancer du poumon de stade avancé. Évidemment, c'est un devis qualitatif descriptif. Donc, ça a été des entrevues individuelles semi-dirigées auprès de 10 infirmières qui soignaient cette clientèle. Alors, au sujet de la perception de l'espoir, selon les participantes, l'espoir, c'est l'attente d'un dénouement positif. Donc, les infirmières, ce qu'elles nous ont dit, c'est que l'espoir, en fait, dans l'espoir, il y a une notion temporelle. Alors, il y a quelques infirmières qui nous ont dit que l'espoir, ça référait au futur. Il y en a d'autres qui nous ont dit que le temps influence l'espoir. Puis, ça, en fait, c'est très cohérent avec ce qu'on retrouve dans la littérature. On dit que dans un contexte de maladie avancée, ben, le temps va prendre une signification différente. Tantôt, on parlait de Noël, de différents événements qu'on retrouve au calendrier. Donc, on ne parle plus nécessairement de jours, de mois ou d'années, ou de minutes ou d'heures, mais plutôt d'événements qui sont attendus. Puis, entre autres aussi, on dit dans les écrits que ce qui va différencier l'espoir en général de l'espoir dans un contexte de maladie avancée, c'est la limitation du temps. Évidemment, quand on est dans un contexte de maladie avancée, des fois, on n'a pas nécessairement de limite de temps exacte, mais par contre, de savoir que nos jours sont comptés, ça peut avoir un impact sur notre espoir. Ensuite de ça, les infirmières ils nous ont dit que l'espoir, c'était une motivation dirigée vers un but. Donc, que l'espoir, c'est une source de motivation qui consiste à avoir des objectifs à court et moyen terme. Puis, ils nous ont dit aussi que le but était unique à chaque personne. Donc, il peut y avoir autant de personnes qui vont y avoir d'espoir.
Il y a aussi des infirmières qui nous ont dit que malgré le contexte de maladie avancée, même il y en a qui nous disaient, moi je travaille en soins palliatifs, sur mon unité, j'ai des patients dans leur lit qui sont alités, qui peuvent plus se lever, puis ont encore l'espoir de guérir. Puis c'est tout à fait aussi cohérent avec les écrits. Il y a des auteurs qui disent que souvent l'espoir de guérir va demeurer l'espoir le plus commun à tous les patients atteints de maladies avancées parce que l'instinct de survie est toujours plus fort. Ensuite de ça, on dit aussi que ce qui différencie en fait l'espoir parmi les auteurs, là, ce qu'on dit, c'est ce qui différencie l'espoir du désespoir, c'est justement la présence d'un but. Donc, quand on a un but, ça veut dire qu'on va se mettre en action. Les infirmières nous ont dit aussi par rapport à la définition de l'espoir et à la perception de l'espoir que l'espoir, ça avait une valeur positive. Donc, malgré la souffrance, l'espoir va toujours demeurer avec une nature positive. Donc, le but, souvent, que la personne va vouloir mettre en action, ben c'est positif. Puis, en fait, la plupart des auteurs vont aussi avoir une valeur positive dans leur définition de l'espoir. Par contre, il y a certains auteurs qui sont un peu frileux par rapport à la valeur positive de l'espoir parce qu'ils ont peur qu'on confonde espoir puis optimisme. Puis on dit dans le fond que l'optimisme, c'est d'attendre que quelque chose de positif nous arrive sans qu'on se mette vraiment en action, sans qu'on mette des stratégies d'adaptation actives en place. Donc, mais tout de même, c'était quand même congruent avec les différentes études sur la définition de l'espoir. Ensuite de ça, quand j'ai demandé aux infirmières ce qu'elles faisaient pour mobiliser l'espoir, on a mis énormément d'interventions qu'elles pouvaient faire. C'est sûr que dès le début des entrevues, quand je les ai questionnées sur elles n'étaient pas vraiment au courant tout à fait des questions précises de l'étude. Puis quand je leur ai dit que c'était l'espoir dans un contexte de cancer avancé, la plupart disaient ben là, je comprends pas. Puis ben en posant un peu plus de questions, puis en creusant un peu plus, eux-mêmes, dans le fond, ils réfléchissaient et ils disaient ah ben oui, c'est vrai que l'espoir, on en voit chez nos patients en cancer avancé. Puis des fois, c'était pas inné là, d'emblée qui remarque que l'espoir était présent. Puis c'était pas inné non plus de dire ah ben oui, dans le fond, j'en fais des interventions pour mobiliser l'espoir. Je pense qu'ils en font beaucoup d'interventions, mais de dire que c'est des interventions qui mobilisent l'espoir, c'est pas nécessairement le but qu'ils ont en tête quand ils font ces interventions-là. Donc, comme on l'a vu tantôt dans les écrits des interventions, des fois qui sont pas spécifiques à l'espoir, mais quand même, on sait maintenant que ça a un impact sur l'espoir. Entre autres, les infirmières nous ont dit pour le processus expérientiel que de soulager les symptômes et les effets secondaires de la maladie et des traitements, ça pouvait aider à l'espoir. Donc, il y a des infirmières qui nous disaient, ben, je pense que oui, le patient il est malade, oui, il est en traitement, mais de rendre le traitement, de rendre l'expérience tolérable, puis d'enlever les souffrances, ça peut aider. Ensuite de ça, les infirmières nous ont énormément parlé d'intervention par rapport au processus relationnel. C'est souvent quelque chose pour elles qui était très acquis et très facile à mettre en œuvre pour mobiliser l'espoir. Donc, elles nous ont dit que la communication infirmière-patient selon une approche humaniste, comme en ayant une écoute active, en partageant l'expérience d'autres patients, en abordant des sujets significatifs pour la personne. Une infirmière, elle nous disait que elle, de parler une patiente de bonnes recettes qu'ils ont faites durant la fin de semaine, ben, ça peut être une façon là, de mobiliser son espoir. Tantôt, vous disiez que ça détournait le sujet de la guérison ou du pronostic. Là. Ben, en fait, c'était ça ce qu'elle nous disait. Ensuite de ça, les infirmières nous ont dit aussi que la communication, ben, c'était aussi donner des informations aux patients, mais de respecter son rythme. Après ça, elles ont mis beaucoup d'interventions de soutien qui peuvent avoir un impact sur l'espoir. Donc, toutes les formes là, pour accompagner un patient, que ce soit de valoriser les efforts qui sont mis en place, de faire de la réassurance réaliste, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'elles pouvaient faire pour mobiliser l'espoir du patient. Ensuite de ça, les interventions liées aux proches. Donc, elles disaient d'avoir la participation active des proches ou d'encourager la participation active des proches, ça pouvait aider à l'espoir.
Par contre, il y a des infirmières qui nous ont dit que oui, tu sais, c'est nécessaire d'avoir la participation active des proches pour mobiliser l'espoir, mais il faut faire attention parce qu'il y a des proches aussi qui peuvent partager la détresse ou plutôt imprégner leur propre détresse aux patients, puis ça peut nuire à l'espoir du patient. Puis ça, c'est toutes les interventions qu'elles nous ont nommées dans le processus relationnel, c'est très, très cohérent avec les écrits. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup parce que aussi dans la plupart des études qui recensent les interventions des infirmières pour mobiliser l'espoir, c'est souvent le processus relationnel qui ressort le plus parmi les interventions. Par contre, cet aspect-là de dire que les proches peuvent nuire à l'espoir des patients, c'est pas quelque chose qui ressort des études ou dans ce que moi j'ai lu. Donc, mais c'est quand même très intéressant. Je pense que ça peut mériter un petit peu plus d'attention aussi, cet aspect-là. Ensuite de ça, les infirmières nous ont parlé de mobiliser les actions concrètes pour répondre aux buts exprimés par le patient. Puis en fait, ils nous disaient, tu sais, de juste parler au patient pour le questionner sur ses espoirs. Bien, déjà là, c'est de se mettre en action pour voir l'espoir se réaliser ou pour l'aider à réaliser l'espoir. Elle nous disait aussi que d'accompagner le patient à la transformation de l'espoir. Puis elle faisait référence au patient, entre autres, tantôt je disais que les infirmières nous ont parlé que le but de la guérison est encore présent chez les patients avec des cancers avancés. Ce qu'elle nous disait, c'est que elles vont accompagner le patient dans la transformation de l'espoir, mais elles ne vont pas aller le confronter par rapport à ses croyances. Puis, elle disait, on va plutôt attendre, puis on va s'assurer qu'il y a de l'information, que l'information qui est reçue, c'est la bonne information, mais on ne va pas le confronter. Ça, c'est tout à fait aussi cohérent avec les écrits qui disent que le déni fait partie des stratégies d'adaptation des patients avec des cancers avancés. Mais évidemment, il faut faire attention, il faut s'assurer que le patient a eu la bonne information. Ensuite de ça, au niveau du processus spirituel et de la transcendance, là, il y a eu un gros malaise là-dessus. J'ai pas posé la question directement dans mes entrevues, mais très peu d'infirmières vont parler d'interventions reliées au côté spirituel, à la quête de sens, des choses comme ça. Il y en a peut-être deux qui m'ont fait mention de la religion. Ils m'ont dit, ben, tu sais, des fois, on peut questionner si la religion est importante. Il y en a une qui a dit, moi, quand ça commence à parler de spiritualité, elle dit, je suis très mal à l'aise. Puis elle dit, je fais venir l'intervenant en soins spirituels. Donc, c'est pas quelque chose qui ressortait beaucoup là, des interventions que les patientes, que les infirmières peuvent poser auprès des patients. Ça, c'est pas très cohérent avec les écrits par rapport aux interventions pour mobiliser l'espoir des patients. Dans la plupart des écrits, on va retrouver des interventions très claires sur la spiritualité, la transcendance, la quête de sens. Par contre, il y a aussi des écrits qui disent qu'effectivement, en pratique, les infirmières, elles ont de la difficulté à mettre en œuvre des interventions reliées à la spiritualité, souvent parce qu'elles ont une méconnaissance de la définition de la spiritualité. Puis peut-être qu'elles en font des interventions reliées à la spiritualité, mais peut-être qu'elles s'en rendent pas compte. Puis, entre autres, les infirmières, elles parlaient d'écoute active. Puis, ça, d'écouter un patient sans jugement, ça fait partie de l'approche narrative. Donc, ça peut être une intervention là, qui peut être utile pour la spiritualité. Ça peut aider le patient à avoir une quête de sens quand il se fait écouter sans jugement. Donc, ça ressemble à ça pour les résultats. Donc, comme je disais, il y a eu, les résultats sont vraiment cohérents avec la littérature. Les résultats par rapport à la perception de l'espoir, mais aussi par rapport aux interventions. Il y a eu beaucoup d'interventions liées au processus relationnel, comme je disais, qui ont ressorti très peu par rapport au processus spirituel. Donc, on dit que la vision holistique des soins infirmiers souligne l'importance de la spiritualité et la recherche de sens. Puis, on est quand même dans un contexte de maladie avancée, donc on sait que la quête de sens est très, très importante, puis qu'il y a beaucoup de questions existentielles qui ressortent à ce moment-là. Donc, c'est sûr que, est-ce que c'est parce que c'est très peu mentionné durant les formations des infirmières? C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de formation continue non plus qui est offerte sur la spiritualité?
Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent derrière ça. Pourquoi que les infirmières sont moins enclines à avoir des interventions par rapport à la spiritualité ou d'avoir un malaise par rapport à ça. Donc, j'ai pas mal tout dit. Le cadre conceptuel que je vous ai présenté de parents Hurt et Bobovic, c'est avec les résultats, ben, je voyais très bien que les interventions, ils allaient très bien dans le cadre conceptuel. On peut les insérer dans chaque processus. Donc, ça peut être, en fait, ça montre que ça peut être utile pour guider les infirmières dans l'évaluation de l'espoir et les choix des interventions. Puis ça, c'est aussi cohérent avec d'autres études qui avaient montré la même chose. Donc, dans les recommandations, ben, comme je disais, inclure le concept de spiritualité dans les programmes d'éducation aux infirmières, ça pourrait peut-être les aider ou juste le fait d'en parler un peu plus, ça peut aussi ouvrir l'esprit à ça, puis ouvrir la curiosité, offrir de la formation continue au sujet de l'espoir, puis des processus concernés, puis entre autres le processus de spiritualité. Dans les entrevues, il y avait sur 10 infirmières, il y en a une seule qui me dit qu'elle a déjà entendu ou lu quelque chose sur l'espoir en contexte de maladie avancée. Les autres, c'était pas quelque chose qui était très connu d'elle. Donc, pour de futures recherches, ben, peut-être s'intéresser à l'efficacité des interventions. Moi, j'ai encore une fois décrit les interventions là, que les infirmières font, mais peut-être de voir lesquelles sont les plus efficaces pour les personnes atteintes de cancer avancé. Puis, aussi s'intéresser aux facteurs qui nuisent à l'amorce d'intervention, comme, entre autres, la spiritualité dans un contexte de maladie avancée. Donc, voilà, je remercie mes deux directeurs de maîtrise, qui sont Jean-François Desbiens et Lise.